Bonjour chers téléspectateurs, comme vous le savez, à chaque rendez-vous ici, à Leral TV, leral.net, à votre émission Comme Politique, nous allons parler de la sensibilisation sur le Covid-19. Nous allons sillonner tous les secteurs comme promis. Nous allons vous chercher les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Aujourd'hui, à votre émission Comme Politique, un grand monsieur qu'on ne présentera pas trop, un monsieur qui est directeur de l'ONAS et le président des alumni de l'École supérieure polytechnique qui fait du bruit actuellement sur l'innovation, la créativité et tout ce qui est la fierté du Sénégal actuellement. Monsieur Sakho, nous vous laissons la parole. Bonjour Zainab, c'est un plaisir d'être là avec vous. Je pense que cette émission que vous faites qui porte sur le Covid-19, cette émission de sensibilisation est essentielle parce que c'est une pandémie, on parle bien de pandémie, qui pose non seulement des problèmes de santé publique, mais qui en filigrane va poser également dans le futur d'énormes problèmes économiques. Exactement, merci Monsieur Sakho. Donc sans plus tarder, la première question est, quelle est votre analyse sur l'évolution du Covid-19 au Sénégal? L'analyse et l'évolution est tout à fait normale. Je pense qu'on doit même se féliciter que certaines mesures restrictives aient été prises assez rapidement, comme l'arrêt des transports interurbains, la fermeture des aéroports, la grosse campagne de sensibilisation, le couvre-feu, qui ont permis un peu de ralentir la progression de la maladie. Mais quand on voit les chiffres sur ces 3 derniers jours, nous sommes à un taux d'à peu près 10% sur ces 4 derniers jours. Je pense qu'aujourd'hui, on a dépassé 60 parce qu'on a simplement augmenté le nombre de tests. Ça appelle à plus de vigilance, ça appelle au respect des mesures barrières, mais ça n'est pas une affaire de gouvernement seulement, c'est plus une affaire des populations avant d'être une affaire de gouvernement. Parfois, il faut regarder les choses en face. Je pense que le jour où on franchira le Rubicon, où le corps médical n'aura plus la capacité de prendre en charge les malades, je pense que ça pourrait être assez difficile. C'est pour ça qu'il faut qu'on respecte tous les mesures barrières pour ne pas en arriver à ce palier qui peut être très très critique pour nous tous. Merci pour cette réponse. Donc, les mesures barrières à respecter. Sur le corps médical même, actuellement, on a entendu qu'à l'hôpital Abass Ndao, il y a un médecin qui est infecté. Et c'est un cas vraiment qui fait réfléchir sur la ressource humaine des médecins du Sénégal, je veux dire. Actuellement, sur le secteur santé, nous lamentons toujours de certaines défaillances qui étaient là avant. Quelle est la solution ou bien quelle est l'analyse que vous pouvez partager pour qu'on puisse être des prévenants? Je pense qu'il y aura un après-Covid-19. Je pense que l'après-Covid-19 doit appeler à une chose très très importante. C'est que la santé ait plus de poids qu'il faut. Médecins infectés, s'il y en a un à Basta, vous avez dit, peut-être il y en a d'autres, et il y en aura éventuellement d'autres. Et c'est à ce sujet que je demande que nous aidions les médecins à préserver leur vie. Et la seule façon de les aider, c'est de respecter les mesures barrières. Et je profite quand même de cette tribune en tant que président des alumni de l'ESP pour saluer cette forte innovation et cette initiative qui a permis aux étudiants de l'ESP de développer ce qu'on appelle un robot qui peut permettre de faire tout de suite une barrière entre les patients et les médecins. Ça, c'est de l'innovation, mais cette innovation, il faudrait arriver maintenant à la financer, à la développer. Ça, c'est ce qui va se passer également après le Covid-19. Je pense qu'il y a des secteurs qui étaient prioritaires, mais je pense qu'ils doivent devenir des secteurs surprioritaires. C'est la santé, c'est l'éducation. L'éducation est essentielle dans nos pays. Tous les problèmes que nous avons, des gens qui ne respectent pas, des problèmes d'incivisme, ce n'est pas forcément de l'incivisme, c'est des problèmes, je pense qu'il y a un problème de prise de conscience. Et ça pose dans le fond, en réalité, un gros problème d'éducation. Et il faudrait, à la sortie de ça, qu'on revoie un peu plus qu'est-ce que nous devons faire. Je pense que l'éducation est un pilier très important de tout pays.
Quand on demande aux gens de se confiner, quand on demande aux gens de ne pas s'approcher, quand je demande aux gens de respecter les mesures barrières, c'est pas seulement que les gens ne veulent pas, parfois ils ne savent pas, mais parfois également ils n'ont pas forcément le choix. Il faut regarder les choses en face. Dans certains quartiers, les gens vivent dans des conditions de proximité très très difficiles qui font qu'ils n'ont pas forcément le choix. Mais je pense que c'est ça que j'avais à dire sur ces points assez importants. Merci beaucoup. D'habitude, j'entends parler toujours de post-Covid-19, alors qu'on est actuellement aussi dans le présent du Covid-19 et on doit solutionner, on est mis à l'épreuve actuellement. Bien sûr qu'on est bien en avance positivement sur beaucoup d'aspects, mais par exemple, les alumni de l'ESP là, qui ont fait ces innovations, pensez-vous pas qu'on doit activer automatiquement le financement pour avoir le maximum d'outils de ce genre? Je suis parfaitement d'accord avec vous. Avant de parler de poste, il faut régler l'existant. L'existant, c'est arriver à juguler cette pandémie. Encore une fois, ce n'est pas une question de l'État seulement. C'est certes une question de l'État qui est en première ligne, mais c'est plus une question des populations. Quand on nous dit de ne pas nous déplacer entre les villes, les raisons, on les connaît. Quand on dit qu'il faut se nettoyer les mains tous les jours, quand on dit qu'il faut le port du masque, je pense qu'il faudrait que les gens comprennent la teneur. Ça, c'est ce qu'il faut faire pour juguler. Je ne dis pas régler, c'est pour juguler. L'autre aspect important, cette pandémie n'est pas prête de partir. Et je pense qu'il faut qu'on apprenne à vivre avec. Apprendre à vivre avec, cela veut dire continuer à avoir les mesures barrières. Je ne suis pas, moi, oiseau de mauvais augure, mais je ne vois pas la pandémie partir dans 2-3 mois. Donc, il faudrait qu'on apprenne à vivre avec. Parce qu'on ne peut pas arrêter éternellement l'outil économique. Arrêter l'outil économique, c'est priver certains Sénégalais qui n'ont pas de revenus, qui sont obligés d'aller tous les jours chercher de quoi se nourrir. Donc, arrêter la machine économique, c'est demander à ces gens de faire le choix entre mourir de faim et mourir de cette pandémie. Donc, il faudrait qu'on apprenne à vivre. Maintenant, pour ce que vous avez dit par rapport à ce qui se fait à l'École supérieure polytechnique, l'École polytechnique de Thiès a également fait du bon travail. L'Institut universitaire de Thiès a également fait des choses. L'Université de Ziguinchor. Cela veut dire que nous avons toujours un génie qui sommeille à chaque être humain. Ce qu'il faut, c'est arriver à réveiller ce génie. Je pense qu'il faut plus d'investissement dans la recherche, mais également, ça ne suffit pas. La recherche, quand elle reste essentiellement au niveau des écoles, ça ne sert à rien. Il faut la sortir. Et c'est à ce niveau, c'est important maintenant de faire le pont entre le secteur privé et les établissements d'enseignement supérieur pour permettre à ces gens de participer dans l'activité économique de nos pays. Exactement. Je reste toujours sur cette recherche. Pensez-vous pas qu'on pourrait faire une synchronisation de toutes ces recherches que ces braves étudiants ont fait pour avoir un lot d'outils complet qu'on pourrait présenter à l'Institut Pasteur, d'abord à l'hôpital Fann, pour pouvoir assurer évidemment le moins de personnel possible pour la gestion des malades? Bien sûr, il faudrait le faire, mais je pense qu'il faut être réaliste. C'est des actions de longue durée. Ce qu'ils ont fait tous ces étudiants, c'est des prototypes. Et c'est là où j'ai dit il faut maintenant regarder qu'est-ce qui va être fait le futur. Une recherche, c'est une chose, le résultat d'une recherche. Maintenant, la commercialisation, le passage à l'échelle, ça également, c'est autre chose. Moi, je parle plus du futur. Qu'est-ce que nous devons faire? Donc, actuellement, tous ces produits que les étudiants ont mis sur la table, ce n'est pas des produits utilisables. Ah si, je pense qu'ils ont fait des gels. Alors, je parle de la production, de l'industrialisation de ces produits. Par exemple, cette machine qui pouvait emporter les nourritures et autres dans les salles des patients, si on les produisait à grande échelle pour pouvoir distribuer ça à certains hôpitaux actuellement, et nous savons bien qu'on n'a pas l'effectif qu'il faut. Oui, je suis d'accord avec vous sur ça. Aujourd'hui, il faut travailler pour la résolution, pour la maîtrise, je ne dis pas résolution de cette pandémie. Je pense développer à grande échelle ces outils pour aider, mais qui pour le faire? En fait, moi, je parle de perspective. Ce qui a été fait sur la santé par ces étudiants, mais la même chose est faite au niveau de l'agriculture, la même chose est faite au niveau de l'énergie, au niveau de nos centres d'enseignement supérieur. Je pense que toute cette synergie, tous ces résultats de ces études
Il faudrait après, moi je parle d'après Covid, qu'on réfléchisse un peu pour voir comment arriver à capitaliser toute cette intelligence. C'est ça qui fait la différence entre nos pays et ces pays qu'on dit pays émergents d'Asie. En fait, on travaille beaucoup dans la recherche, mais on sort des laboratoires, on arrive à faire des produits commercialisables. Et je pense qu'on devrait y arriver. Mais je suis parfaitement d'accord avec vous. Pour le moment, l'urgence, c'est d'arriver à juguler cette pandémie. C'est vrai qu'il y a des choses qui ont été faites, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffira pas. Les premiers vecteurs qui permettront de mesurer cette pandémie, c'est votre comportement, c'est mon comportement, c'est le comportement du Sénégalais lambda. Alors, sur ce comportement du Sénégalais lambda, trouvez-vous que la communication de nos dirigeants est assez suffisante? Parce que d'habitude, les Sénégalais, la majorité, je veux dire, ils sont dans les localités rurales. Donc, trouvez-vous qu'il y a le maximum de sensibilisation, le maximum de communication et surtout d'outils? Parce que je suis allée récemment dans les populations, dans les zones reculées, mais j'ai eu beaucoup d'informations qui montrent que les gens en veulent, mais ils n'ont même pas de quoi quand même se procurer les moyens pour renforcer cette hygiène que cette maladie demande. À mon humble avis, la communication, elle est faite en Wolof, elle est faite en Polar, elle est faite en français, elle est faite dans toutes les langues nationales. Mais dans les plateaux digitales. Oui, au niveau des télévisions, la RTS que je cite, je ne devais pas citer peut-être, je pense qu'il y a assez de communication, mais ça ne suffit jamais. Il faudrait peut-être, je ne sais pas ce qui se fait à ce niveau-là, trouver des relais au niveau des villages lointains. Vous avez des radios rurales, vous avez un ensemble de facteurs. Vous avez également les chefs religieux qui peuvent aider dans certaines localités à porter la bonne parole, à expliquer. Voilà. Au niveau central, il y a du travail qui est fait, mais je ne vais pas me prononcer pour savoir ce qui se fait au niveau décentralisé. Exactement. Ce qui reste, là que j'allais venir voilà, c'est ça. Pour mêler les chefs religieux à cette communication, parce que moi, je suis allée là où il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas d'électricité. C'est les coutumiers et les imams qui sont en train de... Voilà. Et eux, ils n'étaient même pas informés à ce niveau. Donc, j'étais obligée de les informer avant même de faire mon travail. Donc, je me dis que ça, c'est un point aussi qu'il faut soulever et en chercher des solutions. Parce qu'on voit que la propagation se fait maintenant, se décentralise, je vais dire. Bien, la propagation est très rapide, mais rien que de fermer une mosquée, de ne pas faire de nafila pendant le mois de Ramadan, toute personne qui est censée doit se demander pourquoi. Et pourquoi? C'est parce qu'il y a cette pandémie. L'explication, elle est donnée. Peut-être qu'il faut aller beaucoup plus loin dans les détails. Mais moi, je pense que la difficulté, elle est plus au niveau du respect des mesures barrières qu'autre chose. L'information passe, à mon humble avis. Je pense que cette pandémie, personne ne peut dire je ne suis pas au courant. Parfois, par contre, comme je vous ai dit, les gens n'ont pas forcément le choix. Quand vous êtes à 10 dans une chambre, ce n'est pas forcément... C'est difficile. Ça doit aussi nous amener, il ne faut pas qu'on se voile la face, à nous poser des questions sur notre démographie. Est-ce que c'est quelque chose de tenable? Est-ce que nous devons continuer, après Covid-19, à fonctionner suivant ces mêmes normes? Je pense qu'il faudrait qu'on regarde les choses, du bon côté comme du mauvais côté. Qu'est-ce que nous devons changer dans notre comportement? Qu'est-ce que nous devons changer dans notre façon de faire? Qu'est-ce que nous devons changer également dans la façon dont notre société fonctionne? Et naturellement, il y a les autres priorités qui doivent être des surpriorités. C'est l'éducation, c'est également la santé. Alors, on va aller sur le Fonds Force Covid-19. La répartition est faite, le process est en cours, mais je n'ai pas entendu où c'est noté la recherche. Et la recherche est en train de faire des choses finançables pour être utilisées actuellement et à l'urgence. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, on parle de 1000 milliards, mais je pense que s'il y a des investissements à faire, ils vont être faits de façon prioritaire. Vous savez, on est dans un pays très très difficile. Les gens ne sont jamais contents. On aurait mis 10 000 milliards de francs CFA, vous en aurez toujours qui vont dire on aurait dû faire comme ça, on aurait dû faire comme ça. Le plus important, c'est l'intention. L'intention, c'est d'appuyer les couches sociales. L'intention, c'est d'appuyer les entreprises. L'intention, également, c'est d'appuyer ces Sénégalais qui
peut-être à cause de cette pandémie, n'auront plus de revenus. Je pense que c'est ça la chose la plus importante. Il n'y a jamais eu d'unanimité. Naturellement, il y a des axes d'appui qui ont été définis et de façon consensuelle. Je pense que c'est important de le dire, de façon consensuelle, parce que tous les acteurs économiques de ce pays ont été associés à cette prise de décision. C'est vrai qu'on ne peut pas avoir l'unanimité et tout. L'intention, c'est bien. Mais quand on est décideur dans une situation et on doit utiliser son leadership situationniste, je pense qu'il ne faut pas se dire l'intention ou bien l'unanimité, mais il faut voir, il faut décider d'une sorte qu'il y aura l'équilibre. Parce que je vois qu'on a décidé d'offrir des denrées. C'est bien. Mais vous offrez des denrées. Par exemple, ce matin, j'ai entendu une maman qui m'a dit que les denrées, il y a l'huile dedans. On a fermé les marchés. Où est-ce qu'on va trouver du poisson ou bien des poulets pour en faire? Moi, j'aurais accepté du riz et du sucre et du lait pour faire du sombi. Mais on me donne des choses dont je n'ai pas besoin. Je m'en arrête là. Mais concernant cette distribution des denrées, avec tout ce processus que vous m'avez dit, il n'y avait pas d'autres solutions plus adaptées? Pour au processus, ce sont des choix. Vous avez des pays qui ont décidé de dire nous envoyons de l'argent aux populations. Vous avez des pays comme le Sénégal qui a décidé de dire nous donnons des denrées. Mais tout dépend, ce sont des choix, mais tous les choix en général sont guidés. Je ne peux pas rentrer dans certains détails, mais ce sont des choix qui sont, certains sont contestables, d'autres ne le sont pas. On peut dire les denrées, comme vous dites, ça peut amener des problèmes, d'accord? Ça, je suis d'accord avec vous, parce que vous avez des gens qui ont un contact. L'argent aussi, vous pouvez le donner quand vous transférez l'argent, je suppose, vous le transférez au chef de famille. Qu'est-ce qui vous dit que ce chef de famille va forcément utiliser cet argent pour acheter des denrées? Qu'est-ce qui vous le dit? C'est ça aussi, c'est des choix. Mais au moins, ils auront fait ça. Il n'y aura pas de contact. Il n'y aura pas de population qui vont sortir dehors pour aller distribuer. Au moins, ils ont fait quelque chose qui est adapté à cette situation. Dans tous les cas, il y a des avantages et des inconvénients. Déjà, je suis parfaitement d'accord avec vous. Comme vous avez raison, peut-être le transport va engendrer des coûts logistiques qu'on aurait dû mettre dans les denrées. Vous transférez l'argent en chef de famille comme moi, peut-être je ne le donnerai pas à ma famille, peut-être je vais le garder pour faire autre chose. Mais là, on est sûr que les denrées sont achetées et mises à disposition. Et c'est fondamental. Donc, on va avancer sur, plus haut on peut, on va dire, sur la situation de l'annulation de la dette. On a bien apprécié quand M. le Président de la République a dirigé ce leadership situationniste qui a vraiment fait de lui un héros dont nous sommes fiers actuellement. Mais il a posé une question qui a été favorable à 25 autres pays dont nous sommes exclus. Et nous sommes confrontés à recevoir de la dette venant de la FMI. Cette situation, comment vous pouvez l'analyser en tant que patriote? Mais d'abord, je pense qu'il faut saluer le leadership de son Excellence le Président Macky Sall, qui a été le premier, je dis bien le premier, à poser ce débat. Le second critère, c'est que vous demandez. On n'est pas obligé de vous dire oui. Vous pouvez me demander quelque chose, je vais vous répondre en vous disant non. Et quand on annule des dettes, il y a des critères que les États qui disent on va annuler donnent. Et le Sénégal n'est pas dans ces critères. Ce n'est pas parce que je suis le premier à demander qu'on doit forcément accepter. Il y a des critères qui sont regardés. Mais je pense qu'il faut toujours, quand vous avez un verre, regarder le verre à moitié plein. Mais il y a un moratoire. Un moratoire signifie que je suspends le paiement de la dette pendant un certain temps. Cela signifie quoi? Cela signifie que les ressources que vous aurez dû utiliser pour payer les dettes, vous pouvez les utiliser pour autre chose. Donc il y a déjà quelque chose qui a été obtenu. L'idéal, ça aurait été qu'on aille dans une logique d'annulation de la dette. Et ce n'est pas encore perdu. Je crois que le combat continue. L'Union africaine va porter ce combat d'annulation de la dette. Il se pourrait que le Sénégal en fasse partie. Mais moi, que le Sénégal n'en fasse pas partie ne me choque nullement. Ne me choque nullement. On a fait une demande. Il y a un moratoire qui a été accepté, qui est déjà un pas très, très important. Le reste, après, il faut attendre. Mais je pense que quand on annule sur des critères. Un pays comme Niger, un pays comme Mali, on a supposé que les pays qui sont dans des situations économiques les plus difficiles doivent bénéficier de cette annulation. La Côte d'Ivoire n'a pas bénéficié de cette annulation. Il faut qu'on ait une approche beaucoup plus globale.
qu'on sorte de Sénégal. On parle d'Afrique en général et je pense que c'est un pas assez important qui a été franchi. Merci pour cette question. Maintenant, l'impact du Covid-19 sur la sphère géopolitique, quels sont les secteurs cibles que vous pensez qui vont vraiment bouger après le post-Covid? Bon, il risque que les États se referment sur eux. On a déjà vu, quand l'Allemagne ferme sa frontière à la France, quand l'Union européenne n'existe plus, ça veut dire que quand les États sont relativement affolés, les gens se recentrent sur eux. Les gens profitent de cette pandémie pour dire que la mondialisation n'est pas une bonne chose, mais ça n'est pas vrai. Aucun État ne peut tout seul trouver des solutions à cette pandémie. Il faut une conjonction d'efforts de l'ensemble de ces États. Naturellement, il y a des choses très très importantes à corriger après le Covid. Sur le plan géopolitique, je pense que c'est ça qu'il faut dire. Mais sur le plan géopolitique, il se pourrait très bien qu'on arrive à une exaspération des relations entre certains États, notamment entre la Chine et les États-Unis, entre différents pays. Mais on risque aussi d'assister à une fermeture des frontières. Par contre, sur le plan économique, il y aura une récession, on ne peut pas nier ça. Les pays européens ont des économies assez fortes pour se relever. Ce n'est pas forcément le cas de nos pays. Et je pense que c'est là où il faut qu'on commence déjà à réfléchir qu'est-ce qui doit être fait. Je vous ai parlé tout à l'heure de secteurs prioritaires. L'éducation, la santé, c'est des secteurs très importants. Regardez aujourd'hui, au Sénégal, on fait des masques. Vous allez en France, aux États-Unis, au Canada, ils ne sont pas été capables de faire des masques. Je pense que tous ces pays vont se recroqueviller sur eux et s'assurer que certains fondamentaux qui sont très importants pour un pays, ils vont les faire sur place. Mais ce qui est certain, c'est que le coût économique à payer après cette pandémie va être vraiment désastreux. On ne s'en rend pas compte maintenant, mais je pense que ça va être très très difficile. Vous avez des secteurs comme le tourisme, vous avez des secteurs comme l'hôtellerie qui sont touchés de plein pied. Mais tout ça, c'est qu'est-ce qui va se passer après. Il faut que l'Afrique, je ne parle pas du Sénégal, il faut que l'Afrique revoie un peu comment elle fonctionne. Il faut qu'on ait des unions beaucoup plus fortes, qu'on échange beaucoup plus entre nous, mais surtout que nous arrivions à produire ce que nous consommons. Que nous arrivions à produire ce que nous consommons. Mais ça n'est pas des paroles en l'air, ça n'est pas une question de nationalisme, ce n'est pas un processus en 2-3 jours, c'est un processus très très lent qu'il faudrait qu'on arrive à mettre en place. Pensez-vous qu'à l'avenir proche, cette Afrique risque de subir la fermeture des autres continents et elle sera une Afrique seule? Dans cette situation, pensez-vous que l'Afrique doit anticiper? Parce que d'après les analystes internationaux, ça sent la fermeture des autres frontières à l'Afrique. Le continent est déjà dans une situation est déjà fermé. On fait 3% du commerce international. Pour un Africain, pour voyager, aller en Europe, ça va être très très difficile. Et ça risque d'être pire. Par contre, ce qui va se passer encore, ça je vous rejoins, les États vont, après cette pandémie, rentrer dans une situation économique très difficile. Et je ne pense pas qu'ils vont consacrer l'aide qu'ils consacraient au continent africain, les mêmes montants. Ça n'est pas possible. Ils vont d'abord essayer de régler leurs problèmes eux-mêmes avant de passer à autre chose. À toute chose, malheur est bon. Je pense que nous devons apprendre de cette pandémie. L'Afrique doit revoir un peu comment elle doit fonctionner, revoir un peu notre système de création de richesse, ne plus être exportateur simplement de matières premières. Essayer dans la limite du possible de produire ce que nous consommons sur place. Il ne s'agit pas de slogan. Ce n'est pas une question qui peut être réglée sur 2-3 ans. C'est une question très longue. Ça repose également le problème de l'éducation. Ça repose le problème d'intégration de nos économies. Et ça ne se règle pas en 2-3 jours, ça va être du temps. Mais nous devons au moins amorcer ce changement très important si nous voulons faire partie de ce qui compte demain. Je ne parle pas de Sénégal, mais je parle d'Afrique. Exactement. Donc, je vais passer à l'industrialisation actuellement. Actuellement, nous avons vu que nous étions en train de faire un développement à Diamniadio sur l'industrialisation. Maintenant, j'ai vu que le ministre de tutelle a commencé à faire une production de masques. Il va bientôt dresser sa stratégie de distribution de ces masques. Alors que la population
les uns avaient déjà commencé à produire des masques locaux et à les distribuer gratuitement. Les autres avaient commencé à commercialiser pour s'en sortir. Quelle est votre analyse sur cette situation actuelle? Je pense que vous parlez de la certification, de la Oui, mesure qui avait été prise avec le décret de je ne veux pas encore certification. nommer ce contexte qui a été, apparemment ce matin, j'ai lu un article crédible où il est dit que la certification est laissée à... Voilà, c'est ça. Je pense que c'est une très bonne décision qui a été prise. C'est vrai qu'il y avait un arrêté qui demandait une certification des masques pour pouvoir les commercialiser. C'est vrai que si cet arrêté avait été mis en œuvre, en place, ce qui risquait de se passer, c'est que beaucoup de tailleurs qui faisaient des masques allaient s'arrêter. L'urgence aujourd'hui, c'est de protéger les gens. Et je pense que c'est une très bonne décision qui a été prise de suspendre momentanément cet arrêté. Ce que je dis par contre, c'est qu'après la sortie de cette pandémie, il faut qu'on réfléchisse à des mécanismes qui permettent de protéger les gens, qui permettent d'avoir des normes dans tout ce que nous faisons. Et c'est ça qui permet aujourd'hui de dire demain, nous allons pouvoir commercer avec les autres. Nous sommes dans un monde normalisé et de produits normés. Vous êtes obligé de vous aligner si vous voulez faire partie de ce qui compte. Mais c'est une très très bonne décision que cet arrêté ait été suspendu momentanément. Malgré cette annulation de cet arrêté, pensez-vous pas qu'au lieu de monopoliser la production de ces masques en renfort, serait pas mieux de prendre ceux qui ont déjà créé des structures, ceux qui ont déjà fait et socialement pour les promouvoir, pour les utiliser comme ressources humaines à la création de ces nouveaux masques et surtout de les localiser, de faire des masques made in Sénégal? Non, je pense que c'est des masques made in Sénégal. Ce que je porte, c'est fait au Sénégal. Ce que vous portez, je suppose, je ne suis pas certain. Mais je pense quand même qu'il faut laisser chacun produire. Mais respectons les normes. Vous allez faire un masque qui ne respecte pas les normes. Vous êtes encore beaucoup plus dangereux parce que vous pensez être protégé. La personne qui vous voit va penser que vous êtes protégé alors que ce n'est pas le cas. Donc vous ferez partie des gens qui vont dissimer le virus. Je pense qu'il faut un minimum de normes quand même dans la production de masques. Il faut laisser les gens continuer à travailler, mais il y a un minimum d'encadrement. Sinon, on ne s'en sortira jamais. On posera même plus de problèmes qu'autre chose. Donc, on va sortir sur cette situation de masque-là pour rentrer vraiment sur la situation du Sénégalais lambda, de nos mamans, de ces femmes, de ces braves dames qui occupent tout le secteur précaire, qui sont ces entrepreneurs vraiment qu'on a toujours pris en compte. Mais là, que cette maladie nous impose vraiment à voir cette situation des dames. Et moi, quand j'ai fait ma petite analyse sur l'intervention du Force Covid-19, sur les aides sur les entreprises, j'ai jamais vu tirer une page ou bien une phrase où on a cité de l'aide sur ces dames qui participent activement à l'économie nationale. Bien sûr. Vous savez, pour pouvoir aider quelqu'un, il faut l'identifier. On est bien d'accord. Pour identifier quelqu'un, il faut que ça soit formalisé. Toute la difficulté, elle est là dans la structuration de l'économie. Vous avez un secteur informel très fort. Ce qu'on appelle informel, c'est que des gens qu'on ne peut pas identifier. Ça va être très très difficile de les prendre en compte. Mais ces dames, elles payent des petits bails, je ne sais pas quoi. Elles payent des patentes. Chaque jour, la mairie les fait payer des patentes de 200 francs. J'ai fait des interviews, j'ai fait des investigations. Et elles sont organisées parce qu'elles ont des groupements, elles ont des tontines et tout. Facile pour l'État de les détecter. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut pas aider tout le monde? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des priorités, c'est-à-dire la majorité qui est dans une situation précaire? C'est pour cette majorité qui est dans une situation très précaire qu'on a procédé à une distribution de vivres dans les familles les plus reculées. Tout le monde n'a pas pris en compte, et c'est dommage, mais l'idéal, je pense que toute personne qui dirige un État, comme son Excellence le Président Macky Sall, son ambition, c'était de pouvoir aider tous les Sénégalais. Mais il faut qu'on s'en réalise, ça n'est pas tenable. Prions pour que cette pandémie finisse rapidement. Dans 2, 3, 4 mois, si ça dure, peut-être qu'on n'aura même plus les moyens d'assister qui que ce soit. Donc prions pour que ça finisse.
Comme je vous ai dit tout à l'heure, l'ambition est très bonne, elle est noble, la volonté existe, on ne peut malheureusement pas identifier tout le monde. Il y a des fonds qui sont par exemple prévus pour les entrepreneurs, les industries qui sont à l'arrêt. Ces gens pourront être facilement aidés parce que ces entreprises sont facilement identifiables. Quand vous avez le secteur informel, ça pose des problèmes. Ça aussi, l'après-Covid-19, il faudrait qu'on réfléchisse un peu plus pour voir comment, dans de telles situations, on peut arriver à prendre en compte tous les acteurs socio-économiques. Parce que je suis futuriste aussi un peu. Nous avons vu la situation à Rufisque. Les populations, les commerçants, les marchands, ces dames et ces jeunes qui sont dans l'informel se sont regroupés, ils ont formé une émeute pour faire des marches de revendication de la fermeture des marchés et tout. Imaginez cette foule-là, qu'est-ce qu'elle va drainer sur le côté de la propagation. Et c'était à Rufisque récemment. Imaginez que cela se produise dans tous nos secteurs. D'où ma question de prioriser ces employés, ces activités précaires. Le Sénégal, c'est 14 millions de personnes. Vous en avez peut-être 60 000 qui sont des fonctionnaires, enfin 100 000 peut-être ou 200 000 qui ont des revenus sur peut-être une main-d'œuvre de, je vais dire quoi, 5-6 millions de personnes. L'idéal serait été de pouvoir aider tout le monde, mais ça va être assez difficile. Ce que vous décrivez, c'est la situation de pauvreté que nous connaissons, que tous les pays africains connaissent. La volonté est là, je pense qu'il y a des aides qui ont été données au fin fond du diable, mais on ne peut pas aider tout le monde, ça je pense c'est important. L'autre problème, je pense qu'il faut voir, vous avez des pays qui ont opté pour que le confinement, vous savez ce qu'on appelle le confinement? Vous savez ce que c'est? Il n'y a pas de marché, personne ne sort de chez lui. Et des pays qui sont dans des situations de pauvreté comme nous, de fragilité. Vous avez Monrovia à côté, vous avez Mombasa au Kenya, vous avez Nairobi au Kenya, vous avez Johannesburg, vous avez le Cap. Vous avez des villes africaines qui ont les mêmes populations que nous ici et qui ont pris des mesures comme ça. C'est-à-dire que personne ne sort de chez lui pour aller même chercher à manger. Je pense qu'on a pris la solution douce dans notre pays. On ne confine pas les gens, on leur demande de respecter les gestes barrières et on leur permet de pouvoir aller dans les marchés et acheter ce qu'il faut. On ne peut pas prendre le risque de dire on fait comme si cette pandémie n'existait pas. C'est très très difficile, je comprends les populations, c'est très très compliqué, les gens vivent dans des situations de précarité, mais c'est pour un temps. Je pense qu'il faudrait prendre des sacrifices pendant un temps, ça va être très très difficile sur le plan social, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez des gens qui se réveillent tous les jours pour aller chercher de quoi manger, c'est des périodes difficiles, mais on est obligé de passer par là si nous voulons arriver à juguler cette pandémie. Alors, pensez-vous pas qu'il faut renforcer, là, toujours je reviens à la communication sur la résilience et mêler nos imams et les coutumiers? Parce qu'actuellement, cette situation d'indiscipline aussi et, je vais dire, d'incompréhension ou bien, je ne sais pas, de foutisme que les Sénégalais sont en train de drainer. Un exemple sur les boulangeries, à la rupture et tout, sur les arrêts-bus et tout. Pensez-vous pas qu'il faut encore communiquer sur la résilience? Non, je pense que la communication, je ne dis pas qu'elle est jamais suffisante de communication. Je pense qu'il y a du bon travail qui a été fait, mais le problème de fond, c'est un problème d'éducation. Et faire parler à qui de droit? Oui, mais je pense que les imams sont assez impliqués. Je vous ai donné un truc imagé. Quand vous voyez plein Ramadan, on ne fait pas de nafila, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Personne ne peut aujourd'hui dire « je ne suis pas au courant ». Maintenant, il y a des problèmes d'attitude, il y a des problèmes de comportement qu'il faudrait qu'on arrive à corriger par l'éducation. Mais l'éducation, ce n'est pas à l'école, ça commence à la maison. Ça commence à la maison. Quand je vois des jeunes qui défient les policiers, ce n'est pas eux qu'il faut condamner. Où sont les parents? Toute la problématique, elle est là. L'éducation, ce n'est pas aller à l'école. L'éducation, ce n'est pas avoir des diplômes. L'éducation, c'est savoir que je suis dans un pays qui a des règles. Et ces règles, il faudrait que j'arrive à les respecter. La problématique, elle est plus là. Mais là, je suis d'accord avec vous, il faut renforcer la communication, il faut aller plus loin, surtout au niveau des centres reculés. Je pense qu'on a de très bons relais communautaires qui peuvent éventuellement aider les populations à mieux comprendre les difficultés que nous avons actuellement avec cette pandémie. Sur toujours cette situation, faut-il pas renforcer aussi, je veux dire, la rigueur pour le respect de ces droits? Parce qu'à un moment donné, on avait vu qu'au début,
du couvre-feu, les forces de l'ordre ont agi quand même, ils ont enfreint les droits de l'homme, mais ça a quand même suscité un changement. Est-ce qu'il ne faut pas, je ne vais pas dire qu'ils prennent la violence, jamais de la vie, mais qu'ils cherchent des stratégies vraiment à remettre les Sénégalais à l'ordre, d'une manière vraiment, voilà, un peu de rigueur. Parce qu'à ce rythme-là, je vois que les gens vont sortir dans la rue, inévitablement. Il ne faut pas le souhaiter. Ce n'est pas un souhait, c'est une que... analyse concrète. On ne va pas parler pour nous, on parle toujours pour les Sénégalais. On se met à la tête des Sénégalais. Oui, la situation est très difficile. Est-ce qu'il ne faut pas prendre des mesures urgentistes qui vont empêcher un futur néfaste? Je ne pense pas que c'est dans la répression qu'on va trouver des solutions. Je pense qu'on est plus dans la persuasion, dans l'explication qu'il faut arriver à expliquer aux gens la situation qu'on traverse. Elle est très difficile. Vous et moi, on est assis ici en train de parler. Peut-être vous, ce soir, quand vous rentrez, vous n'aurez pas de problème pour avoir votre ndogo, comme ceux qui sont là également. Ce n'est pas le lot de tous les Sénégalais. Les gens sont dans des situations très difficiles. Je pense qu'il faut plus aller dans la persuasion, dans l'explication, les fondements qui doivent faire que les gens doivent rester chez eux. Et je pense que c'est ça. Et dire surtout que c'est une période difficile qu'il faudrait qu'on arrive à traverser. Et après, tout va redevenir avant. Dans la façon tout va redevenir avant. Mais tout ne doit pas être comme avant, justement. Je pense qu'il faut qu'il y ait forcément un après Covid-19, où nous devrons regarder un peu comment fonctionne notre société, qu'est-ce qui ne marche pas. Vous savez, se laver les mains tous les jours, on ne doit pas le faire parce qu'il y a une pandémie. C'est des gestes qu'on doit faire régulièrement. Ne pas surcharger un bus, ce n'est pas des choses qu'on doit faire seulement parce qu'il y a une pandémie. Respecter les règles dans une société, faire la queue quand on prend le bus, etc. Revoir certaines priorités. C'est des choses sur lesquelles nous devons travailler en permanence et ça doit être des constantes après si nous arrivons à sortir de ces difficultés. Alors, quel est votre dernier message? J'ai commencé pour l'Afrique et pour le Sénégal actuellement, dans cette situation tellement pénible. En fait, je me refuse de parler de Sénégal parce que nous appartenons à un ensemble, nous appartenons à un continent et nous avons le même destin. Le mot de la fin, c'est de dire que nous n'avons d'autre choix que de respecter les gestes barrières. Le mot de la fin, c'est de dire que nous devons soutenir très fortement le corps médical, un corps médical qui se donne à fond pour arriver à juguler cette pandémie. Sur le Sénégal, sur les 4 derniers jours, il faut être réaliste, on a eu des chiffres très très inquiétants. On a eu 10% à peu près de l'échantillon qui a été testé. Si vous allez un peu plus loin, 10% de la population, vous tombez à 1 400 000. On doit faire très très attention, on doit respecter les barrières, on doit être relativement, regarder ce qu'on veut. Vaut mieux se priver, vaut mieux se faire des sacrifices pendant 2-3 semaines, pendant 1 mois, pour après retrouver un pays serein. Quand la plupart des Sénégalais acceptent de ne pas faire le nafila, quand les mosquées restent fermées, je pense que c'est des signaux qui sont très très forts et que nous devons tous respecter ces gestes. Parfois, vous savez, il y a des choses qui vont au-delà d'un homme, au-delà du président qui dirige ce pays. Ce dont il est question aujourd'hui, c'est qu'est-ce que notre pays sera demain si on ne fait pas attention. Et je pense que c'est des points assez importants sur lesquels on doit tous s'engager. Les médias en premier, je pense que vous êtes les premiers qui devez porter la communication. Il y a des choses qui se font, mais je pense qu'il faut aller un peu plus loin. Merci beaucoup, M. Sakho. C'est moi qui vous remercie pour votre invitation et je vous encourage beaucoup. Merci. Merci. Alors, vous étiez à votre émission Comme Politique. Nous avions reçu un grand monsieur aussi, comme d'habitude, sur notre plateau, M. Lansana Gagny Sakho. Nous vous donnons rendez-vous une prochaine fois avec un autre monsieur ou une autre dame dans un autre secteur. Merci. Je remercie aussi à tous mes techniciens, dont la femme actuelle, Maguette. Au revoir.